Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On commence avec la génération talent. L'autisme peut-il s'exprimer différemment chez les filles et chez les garçons? Voilà en tout cas la question que s'est posée Adeline Lacroix, chercheuse en psychologie et neurosciences. Elle a récemment gagné le prix Jeune Talent lauréat à l'UNESCO l'année dernière et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Milly Adey est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. De quel va être l'objet de votre chronique du jour? Aujourd'hui, on va aider son enfant à trouver un stage en entreprise. Et on en parle dans un instant. Mais d'abord, notre grande question du jour. Vous le savez peut-être, la Banque de France veut apprendre aux collégiens à gérer leur argent. Les 750 000 élèves de 4e français ont reçu en mars dernier une mini-formation pour se familiariser avec les notions de dépenses, d'épargne ou encore de crédit. Et certains ont obtenu leur passeport EducFi, une initiative louable mais que critique en quelque sorte notre invité. On va comprendre pourquoi. Il s'appelle Thomas Perret. Il est en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu dans l'école du futur. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Mon Petit Placement, une solution pour gérer son épargne en ligne. On en parle dans un instant, juste après le focus. Elle fait partie des 35 femmes distinguées par le prix Jeune Talent lauréat l'UNESCO en 2022. Étant elle-même Asperger, Adeline Lacroix a décidé de reprendre des études de psychologie pour faire des recherches sur l'autisme avec un objectif, déterminer la potentielle différence entre l'autisme et ses manifestations chez les filles et chez les garçons. On découvre son portrait, vous allez le voir, assez inspirant avec Xavier Terrade. Contribuer à un monde plus tolérant face à la différence, c'est la mission que s'est donnée Adeline Lacroix. Cette ancienne professeure des écoles a repris des études de psychologie. Des efforts payants puisqu'elle fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeune Talent lauréat l'UNESCO 2022 pour son étude baptisée Processus prédictif et perception visuelle des stimuli sociaux chez les hommes et femmes autistes. Un sujet qu'elle connaît très bien, comme elle l'avait expliqué lors d'une conférence en 2019. Donc j'étais avant enseignante spécialisée et j'ai reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger il y a 5-6 ans. Et à la suite d'un certain nombre de difficultés, bien entendu. Et ce qui m'a fait totalement changer de voie. Et j'ai repris tout un cursus de psychologie, neuropsychologie et neurosciences. Et je suis maintenant donc en thèse en psychologie et neurosciences cognitives. Et forcément, je travaille sur l'autisme, donc c'est ce que je souhaitais. Un profil scientifique qu'elle avait longtemps mis de côté avant de s'y replonger. Les recherches d'Adeline Lacroix permettent notamment de mettre à la lumière sur l'autisme chez les filles, qui existe également, même s'il semble moins répandu. Il semblerait aussi que le nombre de filles autistes ait longtemps été sous-évalué, notamment dans l'autisme sans déficience intellectuelle. À l'heure actuelle, en prenant en compte cette sous-évaluation, on estime que le sexe ratio serait d'environ 3 garçons pour une fille. Le travail de cette doctorante à l'université Grenoble-Alpes, au laboratoire de psychologie et neurocognition, est de rechercher s'il existe des spécificités chez les femmes autistes qui seraient différentes de celles des hommes. Les recherches tendent à montrer que la présentation de l'autisme chez les femmes pourrait être légèrement différente, voire un peu atténuée. Par exemple, leurs intérêts semblent parfois moins atypiques ou encore elles peuvent montrer davantage de motivation sociale ou avoir des interactions sociales de meilleure qualité. Si ces difficultés peuvent être un peu moins fortes pour les femmes, elles sont néanmoins bien présentes. Adeline Lacroix plaide donc pour qu'elles soient reconnues et accompagnées. Allez, tout autre sujet à présent. Les notions de budget, d'épargne, de crédit, d'économie sont des compétences essentielles qui préparent les enfants à une vie adulte financièrement saine. Des initiatives sont lancées d'ailleurs dans l'éducation nationale pour en parler à nos enfants. Mais que valent-elles vraiment? On va poser la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui en duplex avec nous pour en parler, Thomas Perret, le CEO et le cofondateur de Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, en quelques mots, et vous me coupez si je me trompe Thomas, c'est une plateforme qui prend le pari de démocratiser le placement financier pour le rendre beaucoup plus accessible au plus grand nombre. On va parler de ce que vous faites dans un instant, mais d'abord notre sujet du jour et la raison aussi de votre présence dans l'émission. Pour inculquer aux enfants la valeur de l'argent, la Banque de France a lancé le passeport EducFi pour éducation financière, un module
module de formation de 2 heures, mis en place en partenariat avec l'Éducation nationale. Module qui s'est inscrit dans le cadre plus global de la semaine de l'éducation financière organisée par la Banque de France et lancée aussi par l'OCDE il y a 12 ans maintenant. Vous allez d'abord nous éclairer, si vous le voulez bien Thomas, c'est quoi justement ce passeport EducFi ? C'est une initiative qui a vocation à justement mettre plus de notions financières dès le plus jeune âge et ne pas attendre d'avoir ses premiers revenus ou ses premières problématiques patrimoniales pour se lancer dans ces sujets de gestion d'un budget, gestion d'une épargne. Donc, j'ai envie de dire que c'est extrêmement louable, voire nécessaire, parce qu'on parle souvent du fait que les Français n'ont pas une éducation financière très, très poussée. Donc je pense que l'initiative est top, effectivement renforcée par cette semaine de l'éducation financière qui était aux alentours de mi-mars. Et donc ça a vocation à apporter un petit peu de connaissances théoriques sur qu'est-ce qu'un budget, comment optimiser son budget, est-ce qu'il faut avoir la température de son salon à 16, 19, 22 degrés pour réaliser des économies. Ça veut dire quoi faire un crédit. Il y a tout aussi des notions autour des arnaques potentiellement à la carte bancaire. Donc, je le répète, mais c'est une très bonne chose. Et nous, chez Multiplacement, qui a vocation à démocratiser, donc éduquer, on est très content que la Banque de France et du coup indirectement le gouvernement appuient ces initiatives. Néanmoins, comme vous disiez très justement en introduction, on trouve que c'est une bonne démarche, mais qu'il faut aller plus loin parce qu'on le voit, c'est quand même des notions qui sont souvent complexes. C'est un secteur qui est souvent opaque. Et pour moi, le meilleur moyen d'aller plus loin, c'est d'apprendre en marchant, en quelque sorte, et du coup d'accompagner les collégiens presque à faire. Donc moi, je serais pour dire, on a mis la première brique, qui est un peu une brique théorique, de gestion de son budget, de gestion de connaissance de l'épargne, c'est quoi un livret, c'est quoi un point d'épargne, mais de dire est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en leur offrant potentiellement n'importe quoi, un compte avec 100 € crédités qui leur permettrait de concrètement essayer de découvrir qu'est-ce que c'est l'épargne financière, ou avec des simulateurs et des comptes qui peuvent être factices, mais qui leur permettent de faire eux-mêmes et d'apprendre par ce biais-là, parce que je pense que ça nécessite de faire, quoi. La nouveauté aussi, merci Thomas pour ces précisions, la nouveauté cette année, ce passeport EducFi, il devient obligatoire. Pourquoi selon vous? Est-ce que c'est justement parce que, et vous avez commencé à nous en parler il y a un instant, la question des enfants et de l'argent, ça reste quand même assez sensible en France? Ouais, c'est très sensible, on a du retard et moi je trouve ça très bien que ça soit obligatoire, ça évite que ça crée des inégalités ou des disparités et que certaines catégories sociales soient de fait plus initiées, s'y intéressent plus et ça crée un gros gap. Donc je pense que c'est une très bonne chose parce que peu importe sa catégorie socio-professionnelle, son niveau d'éducation, son niveau de revenu futur, c'est des notions de base qu'il est nécessaire de maîtriser. Et même, encore une fois, si on n'a pas des gros revenus ou un gros patrimoine, ce sera très important d'avoir la maîtrise de ça pour bien se lancer dans la vie active. Certains disent que ce passeport EducFi et ce nouveau programme d'éducation financière au sein de l'éducation nationale est une forme de lobbying bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas ? C'est pas ce que j'ai vu dans le QCM et dans le PowerPoint de formation qui est fourni par la Banque de France. Encore une fois, moi je pense que, alors j'ai un petit biais parce que c'est mon métier, mais je pense pas que l'argent soit un tabou. Au contraire, c'est important de bien appréhender ça parce que on ne peut pas avancer dans la vie en faisant fi de tout ce qui est financier ou bancaire. On en a besoin pour payer ses factures, on en a besoin pour partir en vacances. Donc voilà, je n'irai pas dans cette polémique, je dirais peu importe la polémique, c'est important que chacun ait le bagage d'éducation financière pour se lancer dans la vie active. Vous partagez cet avis, Milly, vous qui travaillez aussi auprès des enfants de par vos activités sur ces sujets d'éducation financière? Complètement. Je partage cet avis à 100% parce que les enfants, qu'on le veuille ou pas, ils voient les transactions financières. Quand les parents vont faire les courses, quand ils demandent de l'argent de poche ou pour acheter un cadeau d'anniversaire, l'argent est omniprésent, qu'on le veuille ou non. Après, je rejoins également le point de vue. Ce qui est dommage, c'est que 2 heures, PowerPoint, quiz à la fin, mais il n'y a pas de simulation ni de mise en situation concrète. Ouais. Et ça, c'est assez dommage. La limite, effectivement. Ce module, il s'adresse aux 4e, Thomas. Ça représente quand même 750 000 élèves en France. Cibler les 4e, pour vous, c'est une bonne idée ou il faut commencer encore plus tôt ?
Non, je pense que c'est pas mal. Moi, maintenant, j'ai envie de dire pourquoi il n'y a pas un rappel en troisième, au seconde, au lycée, potentiellement avec des modules un peu plus poussés, avec un peu plus de stimulation. Mais j'ai envie de dire que faut pas commencer trop tôt pour pas que ça soit réverbatif. Donc, je pense que quatrième, c'est le bon moment. Moi, ce que j'insiste, c'est poussons un peu plus loin pour pas que ça soit un module en quatrième et ensuite on attend d'avoir 18 ans au plus et d'avoir sa carte bancaire pour vraiment se lancer dans le concret. Je pense qu'il faut une continuité à partir de la quatrième jusqu'au lancement dans la vie active. Milly, je vous vois réagir. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Thomas. Je suis alignée sur la continuité, mais on peut commencer encore plus tôt. Parce que comme on l'a dit auparavant, l'argent est vraiment omniprésent. Donc on peut commencer rien qu'en reconnaissant les pièces de monnaie dès le plus jeune âge, dans des jeux en mathématiques par exemple, et petit à petit arriver à des notions d'épargne, de crédit, etc. au fur et à mesure des années. 14 ans, c'est l'adolescence, un âge aussi, Thomas, où beaucoup se rendent sur Internet avec forcément plus ou moins de contrôle de la part des parents et où surtout ils peuvent devenir victimes d'attaques financières. La plus courante, c'est l'arnaque qui va vous inciter à faire de faux placements et notamment auprès des jeunes, dit la Banque de France. Vous le constatez aussi chez Mon Petit Placement ? Ouais, c'est quelque chose qui est très classique. On le voit aussi avec le sujet de l'influence, qui est très présent pour les jeunes qui suivent les réseaux sociaux. Donc, ça devient très difficile pour eux de savoir qu'est-ce qui est fiable ou qu'est-ce qui est de l'ordre de l'arnaque. Donc là, il y a des petits éléments à regarder pour s'assurer qu'on n'est pas face à une arnaque. Souvent regarder si l'entreprise ou le site par lequel on passe a des agréments, c'est déjà un point important, et prendre contact avec un conseiller, avec les équipes support pour s'assurer du professionnalisme et du fait qu'il y a vraiment un humain derrière. C'est déjà deux éléments, un agrément et des vrais humains derrière qui doivent être de nature à réassurer sur le fait que c'est pas une arnaque. Mais effectivement, c'est quelque chose, pour le coup, c'est très important de former les jeunes sur ce sujet parce que c'est omniprésent et nous, on le voit chez Mon Petit Placement tous les jours. Même auprès de vos clients, effectivement. Vos clients, c'est quoi ? C'est plutôt des adultes, malgré tout ? Nous, c'est plutôt des... En fait, on a deux types. On a un cœur de cible qui est 22-27 ans, donc jeune actif qui va se lancer dans son premier investissement et passer du livret A à quelque chose d'un peu plus dynamique et punchy via Mon Petit Placement. Et on a aussi, et donc c'est pour ça que je rejoins aussi ce que vous disiez, on a aussi une offre pour les mineurs. Donc qui est piloté par les parents, mais qui vient avec des modules pédagogiques pour accompagner les mineurs en complément, du coup, je vais dire, de ce passeport EducFi. Et là, c'est dès la naissance. Thomas, je vous propose d'en parler justement dans un instant, de la manière dont vous accompagnez justement ces jeunes sur le chemin de l'éducation financière. D'abord, si vous le voulez bien, on va faire un petit tour du côté de la Planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Tick, tick, boom. We're bringing the noise. Go, baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out.
cola. ¿Ves cuando quedan las gotitas esas? Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Thomas Perret, le CEO et cofondateur de Mon Petit Placement. Thomas, juste avant de parler de votre manière de sensibiliser les enfants à ces enjeux d'éducation financière, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Milly, c'est à la mode puisque cette année, pour tous les secondes, les stages sont obligatoires en entreprise. Vous allez justement nous aider dans le cadre de cette chronique à trouver un stage en entreprise. Oui, alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et trouver un stage de qualité peut être un défi. Mais avec les bonnes stratégies et un soutien adéquat, nos enfants peuvent acquérir une expérience précieuse pour leur avenir professionnel. Effectivement. Alors, on va commencer par parler de l'importance de clarifier ses objectifs et les intérêts professionnels de notre enfant. Comment est-ce qu'on peut l'aider et comment ça peut l'aider dans sa recherche de stage? Avant toute chose, la première étape, c'est vraiment d'aider son enfant à réfléchir à ses aspirations professionnelles, à ses compétences et à ses centres d'intérêt. Une meilleure compréhension de ses objectifs va lui permettre de cibler les entreprises et les secteurs qui correspondent le mieux à ses attentes. Pour cela, n'hésitez pas à avoir des conversations ouvertes et surtout sans jugement. Je sais qu'il est souvent compliqué de trouver un stage, donc souvent on rejoint la première entreprise qui nous accepte, mais en s'y prenant suffisamment tôt, vous pourrez aider votre enfant à réaliser un stage dans un univers professionnel qui lui plaît et lui correspond selon ses passions, ses activités et sa curiosité. Effectivement. Comment on peut aider justement nos ados à préparer par exemple un CV, une lettre de motivation assez convaincant aussi pour pousser leur candidature? Du coup, il faut le guider, il faut accompagner son enfant dans la rédaction d'un CV clair et concis, qui met en valeur ses compétences, ses expériences et ses réalisations. Et oui, malgré son âge, votre enfant a des compétences et des réalisations à son actif. Ça peut être avoir participé à l'organisation d'une kermesse, avoir tenu un stand à vos côtés, avoir organisé un anniversaire, avoir fait de la garde d'enfants, avoir été délégué, bref, absolument tout est à valoriser pour tirer ses compétences. Côté design, en tapant CV en ligne sur Google, vous aurez accès à une multitude de plateformes pour avoir une jolie mise en page qui va se différencier d'un simple Word. Enfin, nos enfants n'étant pas prioritaires dans les recrutements en entreprise, une manière de les aider à se différencier peut être de réaliser une lettre de motivation ou une vidéo de motivation personnalisée pour chaque entreprise, mettant en avant leur motivation et leur intérêt pour le secteur. Et alors, en tant qu'ado, où est-ce que je peux trouver mon stage, Milly? Vous me donnez quelques conseils? Oui, alors à mon époque, il fallait aller CV en main, de boutique en boutique, et à l'accueil des sièges d'entreprise pour faire bonne impression et avoir un premier contact. Ce qui est une superbe expérience pour pousser vos enfants hors de leur zone de confort et s'exercer à convaincre tout en se confrontant à la réalité du monde de l'emploi. Mais vous pouvez aussi solliciter votre réseau professionnel en communiquant sur LinkedIn ou en sollicitant votre réseau familial pour votre enfant. Par contre, important, il faut que votre enfant ait un rôle à jouer dans l'acquisition de son stage. Enfin, il existe de plus en plus de plateformes en ligne spécialisées dans la recherche de stages. Certains sont spécialisés par région, d'autres nationales, comme par exemple l'initiative Un jeune, une solution, mis en place par l'État. Il y a aussi le site tousanstage.fr pour les stages de 3e et de seconde qui regroupe plus de 150 entreprises professionnelles. Et j'aimerais également mettre en lumière l'association Viens voir mon taf, le réseau de jeunes sans réseau destiné aux élèves de l'éducation prioritaire, REP, REP+, quartier populaire de la ville. Toutes les trois, effectivement, des très belles initiatives et très belles solutions. Comment les jeunes peuvent-ils alors se préparer au mieux pour le grand moment du stage, l'entretien? En réalisant des mises en situation, mais surtout en vous amusant pour faire redescendre la pression. Entraînez votre enfant à répondre aux questions courantes en entretien, à parler de ses compétences, de ses expériences et à démontrer sa motivation pour le poste. Montrez-lui également les bases de l'étiquette professionnelle, du bon comportement en entretien et n'oubliez pas surtout de veiller à la présentation personnelle et à la communication
communication non verbale de votre enfant. Et vous nous en parlez régulièrement ici dans l'école du futur Milly. Comment est-ce qu'on peut aussi encourager nos enfants à persévérer dans leur recherche de stage, en tirer aussi des leçons à chaque expérience? Il est important d'indiquer dès le début de la recherche de stage que c'est un processus qui peut être long et parfois semé d'embûches. Il faudra également rappeler à votre enfant que chaque démarche et chaque retour d'expérience sont des occasions d'apprentissage et de s'améliorer. Un peu comme dans un jeu vidéo où on devient meilleur à chaque fois qu'on joue finalement. Donc encouragez votre enfant à rester positif, à demander des retours et à s'améliorer continuellement. Allez, je vous laisse le mot de la fin, Milly. Donc le stage en entreprise est une opportunité unique pour les enfants et les jeunes de découvrir concrètement le monde professionnel. Ce n'est donc pas à prendre à la légère. Que vous ayez un réseau ou non, anticipez un maximum pour pouvoir aider votre enfant dans la recherche de son stage afin qu'il puisse explorer le métier et le secteur d'activité qu'il souhaite. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique. Et puis nous, on continue à parler éducation financière aussi avec Milly et notre invité Thomas Perret, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Comment donner à nos enfants les compétences financières nécessaires pour leur vie d'adulte? Comment les aider aussi à gérer leur argent, à investir dans leur avenir et à économiser? On continue d'en parler avec vous. Thomas Perret, vous êtes notre invité en duplex aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, on le rappelle, un service disponible sur Internet. Internet où, à l'arrivée dans l'adolescence, les réseaux sociaux influencent énormément le comportement des jeunes. 55% déclarent avoir déjà réalisé un achat sur Internet. Le premier achat étant fait en moyenne à 10 ans et demi. 12% le font d'ailleurs sans l'autorisation de leurs parents, selon une étude sur l'éducation financière et budgétaire de la Fédération bancaire française en 2023. La sensibilisation aux risques auxquels les jeunes sont exposés en ligne, et notamment ces risques financiers, ça fait partie de vos missions aussi. Vous avez commencé à nous en parler à la fin de notre premier échange, mais je serais ravie d'en savoir plus. Ouais, exactement. Et le premier fléau entre guillemets contre lequel on se bat, c'est de se dire qu'il n'y a pas de magie quand on veut faire fructifier son argent et placer 100 € qui vont devenir 10 000 €, ça n'existe pas. Et donc voilà, et éduquer sur ça, démontrer que c'est pas possible et que ce qui marche, c'est le long terme, c'est y aller petit à petit, c'est prendre les risques qu'on est en capacité d'assumer. C'est des éléments qui nous semblent nécessaires et il faut avoir de la force pour contrer tout ce qu'il peut avoir sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui peuvent faire miroiter des rendements super intéressants qui sont la plupart du temps des arnaques. Donc voilà, donc, pragmatique dans ce qu'on peut gagner, c'est le meilleur moyen de contrer les arnaques qu'on peut trouver sur Internet. Ces thématiques d'éducation financière, la valeur des choses, l'économie digitale, le fonctionnement de l'épargne ou encore du don, ce sont des thématiques, on a l'impression aujourd'hui, Thomas, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais qui ne sont pas, ou presque pas, abordées dans le cursus de l'éducation nationale aujourd'hui. Vous venez quelque part pallier à ce manquement aujourd'hui ? Alors on essaye à notre petit niveau, en tout cas, de redonner les bases, notamment de dire si je veux me constituer un patrimoine, si j'ai mes premiers 1 000 € que je veux placer, comment je le découpe, avec quel objectif, avec quel horizon d'investissement. Donc effectivement, on essaye de faire passer ces notions pédagogiques qui sont simples, qu'il faut répéter très régulièrement, mais qui sont centrales pour avoir un socle de connaissances financières qui permettent de bien se lancer dans la vie active. Donc voilà, c'est important. On essaye de faire notre petit part du job et pour nous, ça passe par, je vous l'ai dit, par des modules éducatifs. On a une petite académie chez Mon Petit Placement, mais aussi par beaucoup de simplicité et de vulgarisation. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à utiliser des termes, des mots qui font pas peur aux gens et du coup qui leur permettent de rentrer un peu dans ce monde, dans cet univers de la banque, de l'épargne, de la finance. On utilise le mot qu'on veut, mais qui est souvent un univers qui n'est pas très sexy, un peu opaque. Et donc le premier défi, il est déjà avec les mots, de faire rentrer les Français dans cet univers. Je voudrais qu'on revienne, Thomas, un instant sur ce passeport EducFi qui a fait l'objet de commentaires de votre part. Aujourd'hui, ce passeport, il est enseigné, il est donné, cette éducation financière, elle est faite par les professeurs principaux dans les salles de classe. Est-ce que c'est vraiment aux profs de faire cet enseignement? Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle, peut-être, mais même surtout, le rôle des parents?
C'est vraiment une très bonne question. Nous, pour la petite incise, on a à peu près un quart de notre base qui sont des profs. Donc, on voit qu'il y a un certain appétit, en tout cas un besoin de se faire eux-mêmes accompagner sur tout ce qui est pédagogie financière. Et donc, effectivement, la question qui se pose, c'est: n'est-ce pas un des jobs des parents dans l'éducation d'avoir cette brique éducation financière? Mais faut-il qu'eux-mêmes aient les notions de base pour pouvoir les traduire? Donc on en revient à un sujet qui est plus global que juste éduquer financièrement à l'adolescence, mais comment on pourrait éduquer massivement les Français pour qu'ensuite ça fasse des petits et que les plus jeunes générations soient elles-mêmes éduquées, pas seulement par cette initiative du passeport, mais également par le biais de la famille. C'est effectivement, je pense, un chantier majeur pour que vraiment tous les Français aient accès à ce socle de pédagogie financière nécessaire. Merci Thomas, vous partagez cet avis aussi, Milly? Oui, ouais. Clairement. Et au-delà même du professeur principal, le gouvernement pourrait s'appuyer de structures comme les nôtres pour avoir des intervenants qui se déplacent en école et qui pourraient justement aller plus loin que ces 2 heures avec des activités et des jeux éducatifs sur ces sujets. Les rendre ludiques et continuer l'enseignement à la maison et au sein des familles. Merci beaucoup, Milly. Et puis c'est vrai que globalement, les Français, et ça c'est l'OCDE qui le dit, ont une culture financière correcte, avec une note de 12,45 sur 20, selon leur dernière enquête en 2023. La France se situe à la 14e place des pays de l'OCDE sur ce sujet. Le trio tête, c'est l'Allemagne, la Thaïlande et Hong Kong. Est-ce qu'il y a encore un petit peu de boulot, Thomas ? Ouais, alors effectivement, nous, on a fait aussi des études en interne pour essayer de creuser entre qu'est-ce qui est de la légende, qu'on dit que les Français ne sont pas éduqués, et qu'est-ce qui est la réalité. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas si dramatique, et cette étude de l'OCDE le prouve. En revanche, entre la théorie où c'est pas si dramatique et la pratique, on voit qu'il y a une grande différence par rapport à d'autres pays, par exemple par rapport aux pays anglo-saxons, où les Français sont certes pas trop mal éduqués, mais par contre, ça reste des épargnants entre guillemets, donc ils laissent leur argent dormir, soit sur un compte courant, soit sur un livret A ou un livret jeune, alors que nos voisins anglo-saxons, eux, se lancent très vite dans l'investissement un peu plus dynamique, un peu plus long terme, et donc c'est peut-être là pour moi où il y a un chantier pour accompagner d'un point de vue théorie de la pédagogie financière, mais aussi sur la pratique, qui est très important. Est-ce que vous diriez malgré tout qu'avec l'inflation, les enfants sont de plus en plus conscients de la situation économique, les enfants et puis même les plus grands aussi, leurs parents, les stratégies aussi à mettre en place pour économiser, est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce que ça les concerne ou pas encore? J'ai l'impression, mais Milly dira peut-être quelque chose de différent, mais que pas encore, en tout cas nous on ne perçoit pas encore que ce sujet de l'inflation touche directement les enfants, hein, parce qu'on voit que l'inflation qui oscille entre 2 et 4%, eh ben, va commencer à impacter quand on est sur des gros montants, sur des salaires, sur des investissements. Quand on est sur des budgets un peu plus raisonnables d'un adolescent, j'ai l'impression que ça se voit au quotidien quand on fait les courses, mais ça impacte potentiellement un petit peu moins. En tout cas, c'est ce que nous on perçoit sur notre clientèle qui est mineure. Alors c'est quoi justement les règles d'or pour les parents qui nous regardent, qui nous écoutent, les règles d'or pour enseigner une partie d'éducation financière autant qu'on peut à la maison auprès de ses enfants? Est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux parents qui nous regardent? Le titre, là, ce qui est très important, c'est de bien dissocier, quand on parle d'argent et d'investissement, les 2 grands piliers. Il y a tout ce qu'on appelle l'épargne. Donc l'épargne, c'est quand on met de l'argent, il n'y aura pas de risque. Donc, par exemple, quand on met de l'argent sur un livret A, on épargne. Quand on met de l'argent sur un livret jeune, sur un PEL. Et ensuite, il y a la deuxième grande catégorie qui sont les produits d'investissement, ou là qui sont des produits à risque. Donc, qui dit produit à risque, ça ne veut pas dire qu'on va perdre à tous les coups. Ça veut dire que si je mets 500 €, par exemple, ça peut fluctuer un peu à la hausse comme à la baisse. Et donc ça, en produit d'investissement, il y a la bourse, hein, acheter des actions chez L'Oréal, il y a investir dans l'immobilier ou investir, par exemple, dans les crypto-monnaies. Donc voilà, la première élément à bien avoir pour éduquer, c'est de dire quand je veux placer un petit peu d'argent, il faut bien que je comprenne de quoi je parle entre épargner et investir. Et ensuite, il y a des petits conseils qui sont à appliquer, qu'on soit expert ou pas expert. Le premier, c'est quand on passe dans la catégorie investissement, il faut penser long terme. Quand on dit long terme, ça veut dire 5-10 ans. Donc, je ne place pas 500 € en bourse ou dans l'immobilier pour pouvoir les récupérer dans 6 mois en ayant espéré de faire x3. Ça ne fonctionnera pas. Donc la notion de long terme, la notion de commencer tôt.
c'est très important de commencer tôt. On l'a dit pour la notion d'éducation, parce qu'on apprend en faisant, et du coup, le plus on acquérit de l'expérience tôt, le mieux c'est pour le futur. Mais également parce que il y a un système des intérêts composés. Alors c'est un peu technique, mais c'est que chaque année, s'il se place de l'argent, cet argent va fructifier. Et l'année d'après, la partie qui a fructifié va elle-même encore fructifier. Donc il y a un effet un petit peu boule de neige. Donc plus je commence tôt, plus j'accélère cet effet bénéfique de démarrer tôt. Voilà un peu les beaucoup. Voilà, quelques conseils, effectivement. Merci infiniment, Thomas Perret, d'avoir été parmi nous. Vous l'avez dit, quelques conseils pratiques aussi pour aider les plus jeunes à développer des habitudes saines, financières, dès le plus jeune âge. Et puis votre avis aussi, et c'est important, sur ce passeport EducFi, lancé par la Banque de France et l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Mon Petit Placement. Merci aussi à vous, Milia Daé, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et puis on se retrouve, nous, dès demain, comme tous les jours, à 12h30 dans l'École du Futur sur School TV. Bonne journée.